Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation organisée par Midas IT Europe dans le cadre des séances d'apprentissage du logiciel Midas Civil, le logiciel dédié au calcul des ouvrages d'art. Alors l'objectif de cette formation c'est de pouvoir débuter sur le logiciel Midas Civil, de faire connaissance aux fonctionnalités du logiciel Midas Civil et aussi modéliser, analyser, dimensionner un pont à poutre précontrainte par post-tension, comme on va le voir par la suite. Donc on va commencer dans la première séance par la création de la géométrie, après avoir bien sûr fait une introduction de notre logiciel. Et par la suite, comme j'ai dit, donc on va entamer la création du modèle dans notre ouvrage. Donc notre ouvrage, donc, elle est assez simple. Donc, c'est un passage supérieur à deux travées isostatiques de longueur de 35 mètres avec un béton en C35. Donc, la classe de résistance du béton, c'est 35 mégapascales. Donc, la longueur totale, donc, c'est 2 fois 35 plus 0,1 du jeu au milieu entre les deux travées et avec une largeur de 8 mètres, avec un angle de biais de 0 degré, donc c'est un pont ou bien c'est un ouvrage droit. Et pour la section du chevêtre, comme on peut le voir ici sur le modèle final de l'ouvrage, donc c'est un chevêtre rectangulaire avec une section de 1,5 par 1,5 et on a deux fûts de diamètre de 1,50 avec une hauteur de 6 mètres. D'accord. Donc ici, à gauche, on peut voir la coupe transversale de notre ouvrage. Donc ici, c'est la coupe au niveau de l'appui, au niveau de la boue. Et on peut voir qu'on a une section d'about avec une entretoise. D'accord. Et aussi, on a une dalle de couverture ou bien un ordi de 22 cm. Et aussi, on peut voir qu'on a un trottoir avec une barrière de sécurité. Et la même chose pour la section médiane ou bien une section à mi-travée. Donc ça c'est la section à mi-travée. Donc ici, comme on peut le voir aussi, on a quatre poutres et ça sera l'objet de cette formation. D'accord? Donc ici on peut voir le détail des sections géométriques des poutres. Donc ça c'est la section sur appui, la section d'about, et ça c'est la section médiane au niveau du mitraillé. Et puisque c'est un pont à section composée, donc ça c'est la section de la poutre seule, et ça c'est la section composée en section médiane et en section sur appui. D'accord? Donc on va donner le détail de la géométrie longitudinale par la suite, quand on fait la création de l'ouvrage. Et voilà, donc l'ourdi, donc il fait 2 mètres 10 avec une épaisseur de 22 cm comme je l'ai bien cité. D'accord? Donc globalement, c'est ça la géométrie de notre ouvrage. Donc on passe directement au logiciel afin de commencer la modélisation. Mais comme j'ai dit avant ça, donc on va faire une petite introduction. J'ouvre donc un nouveau fichier Midas. Donc ça c'est l'interface Midas Civil. Donc ça vient avec un système de ruban et donc il contient plusieurs onglets et dans chaque onglet nous pouvons trouver des fonctionnalités qu'on peut trouver dans le workflow pour la modélisation, l'analyse et le dimensionnement de notre ouvrage. D'accord? Donc ici c'est l'onglet View, donc c'est cet onglet qui nous permet de bien manipuler notre modèle. Donc on peut voir ici sur ce modèle, donc ça c'est le modèle final de notre ouvrage que j'ai créé au préalable. Donc si on travaille ici avec cet onglet, l'onglet View, donc ça nous permet de faire plusieurs manipulations, notamment pour la sélection, notamment pour l'activation, la désactivation de certains éléments. Par exemple, si je veux bien si je veux voir uniquement la partie infrastructure,
ce que je fais, donc je vais sélectionner ici la partie infrastructure, je clique ici sur Activate et je n'aurai que la partie infrastructure. D'accord? Donc ça vient donc avec la pratique du logiciel. Donc ici, on peut voir, comme j'ai dit, uniquement la partie infrastructure. Je vais être avec les flux et je peux réactiver mon modèle dans sa globalité en cliquant sur Active All. Donc ici, cet onglet View, ça concerne les fonctionnalités du logiciel. On peut faire des sélections, on peut afficher ou bien désactiver l'affichage 3D. On peut le cliquer ici par exemple. Ici, on peut voir le modèle filaire tel qu'il est réellement conçu avec des éléments frame. On peut ici réafficher la modélisation ou bien le modèle 3D avec cette vue isométrique. D'accord? Et après, on a l'onglet Structure. Donc ça, c'est un onglet qui contient ce qu'on appelle des wizards ou bien des utilitaires de création de modèles géométriques. Ici, on peut trouver pratiquement tous les types de ponts. Ça, c'est à découvrir avec le temps. On peut trouver, comme j'ai dit, pratiquement tous les types de ponts pour la création des modèles. Donc, sur le logiciel Mida Civil, donc on a le choix de faire la création de notre modèle à partir de ses utilitaires. Par exemple, l'utilitaire de création des ponts à poutres précontraintes. Donc ici, on peut trouver qu'on a un paramétrage à fournir sur cette fenêtre. Et à la fin, on peut avoir notre ouvrage. Voilà, donc comme on peut le faire à travers les utilitaires, bon, comme j'ai dit, il y a plusieurs types d'ouvrages. Les ouvrages, par exemple, en bipoutre mixte, en poutre en acier ou bien en charpente métallique avec une dalle en béton armé. Donc ça, c'est un autre utilitaire, c'est un autre type de pont. Par exemple, les pandales, ici, on a aussi un autre type d'utilitaire qu'on peut utiliser. Donc, c'est du plus simple au plus avancé, tel que les ponts suspendus, ou bien les ponts haubannés. Ici, on peut les trouver aussi comme utilitaire de création de géométrie. Et voilà, donc comme j'ai dit, on peut faire la création de notre modèle en deux façons. Donc, ou bien on le fait avec les utilitaires, ou bien on le fait avec une création manuelle, c'est-à-dire à travers les éléments finis. Donc, en commençant par la création des nœuds, et par la suite, on va connecter ces nœuds par des éléments frame, des éléments barres, ou bien des éléments plaques. D'accord? Donc aussi, faut noter que pour la modélisation de notre ouvrage, pour cette phase d'apprentissage, donc on va utiliser des éléments frame, c'est-à-dire on va opter pour un modèle grillage afin de créer notre modèle final. Donc pour la phase de début, pour les débutants, donc il est toujours conseillé de démarrer avec cette création de modèle afin de bien se familiariser avec l'ouvrage et avec le logiciel. Et par la suite, on peut créer des ouvrages comme on le veuille. Donc on utilise des éléments plaques ou bien on utilise carrément des utilitaires. Donc c'est au choix de l'ingénieur concepteur. D'accord? Après, on a cet onglet qu'on appelle l'onglet Properties et c'est ici qu'on fait la définition des matériaux avec lesquels on va travailler sur notre pont et aussi les sections géométriques. Donc, on peut définir aussi des matériaux type plastique, donc plastique matériaux. Donc ici, on peut le trouver aussi. Et aussi, on peut définir des sections variables. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est les fonctions dépendant du temps, telles que le retrait, le fluage et l'évolution de la résistance à la compression à travers le temps. Donc ça, c'est une fonctionnalité très importante qu'on doit utiliser surtout quand on fait une analyse par phasage de construction. Donc ici, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va bien sûr découvrir avec le temps. Donc tout dépendra bien sûr du niveau d'apprentissage. Donc pour cette formation, on est au niveau débutant, donc on va pas tout balayer. On va voir uniquement les fonctions nécessaires pour notre formation.
Après, on a l'onglet Boundary et ça concerne la définition des conditions aux limites, les appuis, les appareils d'appui, tout ça, on va le voir. Et puis on a l'onglet Load, donc dans l'onglet Load, on trouve les charges. Et pour les charges, pratiquement, on a tous les types de charges qu'on envisage dans les études des OADA. Les charges statiques, les charges dynamiques, les charges de température, les charges de précontrainte et aussi bien sûr les charges de trafic. Et dans les charges de trafic, on peut trouver pratiquement des règlements internationaux pour l'application sur les ouvrages, que ce soit routier ou bien ferroviaire. Après, on a l'onglet Analysis, donc cet onglet, donc ça nous définit les types d'analyse qu'on peut effectuer sur le logiciel Mida Civil. L'analyse pi delta, l'analyse de flambement, ici on a l'analyse modèle, donc c'est tout ce qu'on peut avoir aussi dans l'étude des ouvrages d'art. Donc ça c'est l'onglet Results, donc dans l'onglet Results on peut visualiser les résultats, les réactions, les déformations, les sollicitations et les contraintes. On peut aussi créer les combinaisons de charges afin de les utiliser prochainement dans le dimensionnement. Donc ici on a l'onglet PSI. Donc PSI c'est Pre-Stressed Concrete. Donc ici on peut effectuer un dimensionnement des sections en béton précontraint. On a aussi l'onglet Pushover. Donc ça c'est une analyse non linéaire statique. Donc un peu avancé, on va pas en parler aujourd'hui. Et ici, on a l'onglet Design. Donc Design, ça concerne le dimensionnement. Et comme j'ai dit, donc ici c'était pour les sections en béton précontraint. Et ici c'est à peu près le reste des sections. Donc les sections métalliques, les sections en béton armé, les sections poutrelles enrobées et les sections mixtes. Donc ça c'est pour les sections métalliques, ça c'est pour les sections mixtes. Donc acier ou bien poutre en charpente ou bien en acier avec une dalle en béton armé. Donc le reste des onglets, ça concerne quelques outils sur le logiciel Mida Civil, tels que par exemple le Sectional Property Calculator. Donc c'est un outil pour définir les sections géométriques dont on ne dispose pas dans la base de données du logiciel Mida Civil. On peut importer depuis AutoCAD ou bien depuis un autre logiciel de CAD et puis on le définit sur cet outil-là afin d'avoir l'extension de la section fichier Mida Civil qu'on peut utiliser dans notre modélisation. D'accord? Donc globalement, c'est ça l'interface Mida Civil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'entamer la modélisation de notre ouvrage, c'est-à-dire la création de la géométrie. Donc on va ouvrir un nouveau fichier. Donc ça, c'est un nouveau fichier Midas. Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler par exemple formation. Donc ici, je vais l'appeler formation Midas, donc mars 2024, et je clique sur Save. D'accord? Et comme j'ai dit, donc on va entamer une modélisation manuelle, c'est-à-dire on va commencer par la création des nœuds et on va par la suite créer les éléments. Mais avant ça, on va d'abord créer les matériaux, ou bien le matériau avec lequel on va travailler aujourd'hui. Donc en cliquant ici et en cliquant sur Add, donc j'ai cette fenêtre qui s'affiche et voilà, donc je vais choisir le matériau béton et je vais donc chercher le béton avec lequel je vais travailler. Donc c'est le C35/45, d'accord? Je clique directement sur Add et j'ai mon béton qui se crée, d'accord? Après, ce que je vais faire, donc je vais créer la section, bien les sections avec lesquelles je vais travailler. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai une section composée. C'est composé d'une poutre et d'une dalle. Donc, puis c'est une section composée. Donc, je vais chercher où est-ce que je peux le faire. Donc, ici, dans cette fenêtre, j'ai la possibilité de créer plusieurs types de sections. Et bien sûr, je vais chercher la section qui me convient. Donc ça, c'est la section composite.
Et là, donc, j'ai une section de type composite I, donc ça, ou bien composite PSI, d'accord? Et voilà, donc pour cette section, donc j'ai deux parties, donc ça c'est la dalle et ça c'est la poutre. Cependant, pour la poutre, donc je vais le créer autrement. Au lieu de le faire ici dans ce menu, je vais créer la poutre ailleurs, donc ici, PSI par exemple. Je vais créer ma poutre ici, je vais faire rentrer les dimensions dans cette partie-là. Bien sûr, toujours en se référant à cette image ou bien à cette capture ou bien des paramètres ou bien des caractéristiques géométriques de ma section. Et je donne les dimensions, donc dimension par dimension, se référant à ce dessin à droite, à ce dessin ici à droite. Donc par exemple, j'ai le HL1 par exemple, donc c'est la hauteur de la table de compression de la poutre. Donc dimension par dimension jusqu'à la fin. Donc tout est bien détaillé ici sur ce petit dessin, bien ce petit schéma ici. Donc à la fin, donc je donne le nom de ma section par exemple, donc c'est section médiane. Donc je donne, comme j'ai dit, 10 dimensions, je donne le nom et je clique sur appliquer et j'aurai finalement ma section. D'accord? Donc c'est un process très simple. Donc je préfère ne pas perdre beaucoup de temps sur ça. Donc c'est faisable pratiquement par tous les débutants. Il y a une méthode plus facile, c'est qu'on fait importer les sections qu'on a créées depuis un autre modèle. Donc ça c'est déjà créé. Donc par exemple j'ai ce modèle-là que j'ai créé au préalable. Donc ce que je peux faire, donc je vais importer les sections que j'ai créées ici vers le nouveau modèle. D'accord? Donc ça c'est mon modèle, donc je vais l'enregistrer. Par exemple, ça c'est 10. Je clique sur Save et je reviens ici sur le nouveau modèle. Je clique sur Importer et ici j'ai toutes les sections qui sont utilisées dans ce modèle. D'accord? Bien sûr, comme j'ai dit, si on est toujours sur la phase de début, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va créer manuellement donc la section. Donc on vient ici, on choisit PSCI et on s'amuse à faire entrer les dimensions, donc dimension par dimension. Donc, et à la fin, on aura notre section. D'accord? Donc moi, je vais importer directement afin d'épargner un peu le temps. Donc je vais importer directement depuis ce fichier-là. Et voilà, donc quelles sont mes sections? Donc la section, donc la première c'est la section intermédiaire et l'autre c'est la section de bout. Donc tout ça, je vais sélectionner comme ça, je vais ramener de ce côté-là et je vais sélectionner uniquement les deux sections, les deux premières sections. D'accord? Je clique sur appliquer, je clique sur New ID afin de redonner le numéro de section à partir de 1 et je clique sur OK. D'accord? Maintenant, j'ai mes deux sections de poutres qui sont créées. Donc je peux les voir ici. Donc ça c'est la section intermédiaire ou bien la section médiane. Donc ça c'est une section médiane. Il faut corriger ici. Donc section médiane comme ça. Et ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ici on peut voir les dimensions qui ont été affectées à cette section selon le schéma qui est indiqué ici afin d'avoir la section finale qu'on a ici en bas. Donc ça c'est le viewer. Donc ici on peut voir le résultat de la création de section ou bien le résultat de l'affectation des dimensions partielles qu'on a ici sur cette fenêtre. D'accord? On peut voir de même la section d'Abou. D'accord? Donc ça c'est la section d'Abou qu'on a créée. Donc c'est au lieu de PSI, donc on a choisi PSIT. Donc ça c'est une section en T. D'accord? Et de même on a fait rentrer les dimensions partielles selon le schéma indiqué dans cette fenêtre. D'accord?
Et puis à la fin, donc ça c'est uniquement les sections des poutres. Donc nous, ce que nous intéresse principalement, c'est la section composée, c'est-à-dire la poutre plus dalle. Donc il est aussi faisable sur le logiciel MetaCivil. Donc en cliquant sur Add, et on vient ici sur l'onglet Composite ici, et on commence la définition de la section composée, c'est-à-dire poutre plus dalle. Donc ici on peut voir, ici on a slab, et ici on a girder, donc ça c'est dalle et ça c'est poutre. Et c'est ici qu'on va définir notre section composite, bien composée, poutre plus dalle. Donc je vais juste changer les unités vers le mètre et le kilonewton. Donc ici je change vers mètre et ici vers kilonewton. Donc je reviens ici et je vais commencer la création de ma section composée. D'accord? Donc je vais choisir le type, donc ça c'est composite I. D'accord? Ça c'est pour la section composée, donc section composée médiane. Donc je donne la largeur de l'ordi, donc c'est en principe c'est 2,10 m, comme ça. Donc c'est 2,1 avec une épaisseur de 0,22. Donc 0,22, donc c'est 22 cm. D'accord? Donc ici, on me demande s'il y a, une distance entre l'ordi et la poutre. Donc ici c'est 0. Donc c'est parfaitement collé. Et après, je passe à la création de la poutre. Donc ce que je vais faire, donc je vais l'importer directement en cliquant ici. Et je trouve la section que j'ai créée au préalable ici dans ce menu ici. Je clique sur Import et à la fin j'ai ma section composée qui se crée. Je définis encore le matériau pour les deux parties. D'accord? Donc ici il me demande de donner le matériau pour la dalle. Donc Concrete Material for Slab. Donc ici je choisis la résistance à la compression. Donc je vais opter pour la même résistance à la compression pour les deux parties, donc pour la dalle et pour la poutre. Voilà. Et je clique sur OK. D'accord? Donc ce que je peux faire ici, c'est d'échanger, bien c'est d'opter pour un excentrement pour l'utiliser plus tard pour la définition des câbles de précontrainte. Donc ça ici, au lieu donc de center, c'est-à-dire ne pas opter pour un excentrement. Donc ce que je vais faire, donc je vais opter pour un offset en center top. D'accord? Donc ça c'est le nouveau, si vous voulez, c'est pas réellement le centre de gravité, mais c'est le centre de gravité avec un offset de ma section. D'accord? Donc ça, comme j'ai dit, je vais l'utiliser quand je fais la création des câbles de précontrainte, c'est-à-dire ma référence sera ce point-là au lieu de ce point-là. D'accord? Ça va faciliter l'insertion des câbles de précontrainte dans ma section. D'accord? Donc je clique sur appliquer et j'ai ma section composée poutre plus dalle qui se crée. D'accord? De la même chose, donc je vais faire la création de la section composée au niveau de la roue. Donc je reviens ici sur cette fenêtre, donc ça c'est section composée en bout. Et ici je choisis, donc au lieu de composite I, donc je choisis composite T, comme j'ai fait pour la section en I. Donc je donne les dimensions de l'ordi, je donne l'épaisseur et la largeur. Et ici je clique tout bêtement sur Import et je clique sur Importer. Je donne aussi une autre fois le matériau, de même. Je clique sur OK, je change le offset vers Center Top. Je clique sur OK et je clique sur Appliquer. D'accord? Donc ici, j'ai au lieu d'une section de poutre seule, donc j'ai une section de poutre composée. D'accord? Donc c'est cette section-là que je vais utiliser pour la création du modèle de mon pont et surtout par la suite pour la définition du phasage de construction. D'accord? Le logiciel, donc il va comprendre qu'on aura deux phases de construction, deux phases de définition de la section. Donc la première phase, c'est la section en poutre seule.
Et la deuxième, c'est la section totale, donc en poutre plus taille. Si on peut voir ici dans les caractéristiques géométriques de la section, donc le logiciel il nous donne des caractéristiques géométriques avant le fait d'avoir une section composite, c'est-à-dire avant le durcissement de la dalle et après. D'accord? Ici on a value donc before et ici on a value donc after. D'accord? Par exemple pour la section de la poutre seule, donc on a une section de 0,66 mètres carrés et après l'activation, bien après le durcissement de la dalle, on a une section de 1, environ 12 mètres carrés. D'accord? Et voilà, donc on continue, donc on passe maintenant à la création des poutres. Donc ce que je vais faire, donc je vais opter pour une modélisation donc manuelle. Donc ce qu'on va faire, donc on vient ici dans cet onglet qu'on appelle Node/Element et je clique sur Create Node. Ici on va commencer avec le nœud 0, donc, comme ça. Et par la suite, donc on va passer à la création des éléments frame qu'on va utiliser pour notre modèle. D'accord? Alors, pour ce faire, donc on a ce menu-là, donc ça c'est pour la création des nœuds et ça c'est pour la création des éléments, que ce soit élément barre ou bien élément plaque. Donc on a plusieurs façons de créer des éléments sur le logiciel Meta Civil. Donc ou bien on le fait directement en connectant deux nœuds, d'accord? Ça c'est pour le cas des éléments frame, ou bien on utilise cette fonction de extrusion, c'est-à-dire en anglais c'est extrude, d'accord? Donc je vais utiliser ça. Donc la fonction extrude, je clique ici et voilà ici donc je sélectionne le matériau. Donc ici on peut voir on va faire l'extrusion d'un nœud vers un élément linéaire, un élément filaire. Donc ici on a le matériau comme j'ai dit et ici on a les sections. Donc pour nous c'est qu'on va opter pour la section composée. Donc je vais choisir ou bien la section d'abou ou bien la section médiane afin de créer la poutre. Donc, ma poutre donc c'est avec une section variable. Donc on va commencer de 0 jusqu'à on va dire jusqu'à 5 mètres pour une section d'abou et de 5 mètres jusqu'à on va dire jusqu'à 30 d'une section intermédiaire et de 30 jusqu'à 35 une section d'abou. Voilà, donc ce qu'on va faire, donc on va commencer par la section d'abou et ici on a le choix d'opter pour une création avec des coordonnées ou bien avec des distances. Donc ce que je vais faire, donc je vais faire la création avec une distance et ici on a le choix de choisir l'axe d'extrusion ou bien on le fait dans le sens longitudinal, le sens X ou bien dans le sens transversal Y ou bien dans le sens vertical Z. D'accord? Donc pour nous c'est une poutre, donc on va le faire dans le sens longitudinal, c'est-à-dire le sens X. D'accord? Ça on peut voir ici. Donc ça c'est le sens X, le sens longitudinal. D'accord? Donc ce que je vais faire, donc je vais sélectionner le nœud et je vais donner donc la première distance c'est 5 mètres et je clique sur appliquer. D'accord? Quand je clique sur appliquer, j'ai le premier élément qui se crée, donc c'est la section d'abou. Voilà ma section. Et par la suite, je continue. Donc j'ai dit, donc notre poutre, elle fait 35 mètres. Donc de 0 à 5, c'est une section à bout. Et on va dire de 5 à 30, c'est une section, c'est une section intermédiaire ou bien médiane. La longueur de l'élément de la section médiane, donc il faut le calculer. Donc on a 5 mètres de part et d'autre avec une longueur totale de 35 mètres. Donc on va faire donc c'est 35 moins 10 divisé par 2, donc c'est 12,5. D'accord? Donc, au lieu ici de faire au lieu de faire 5, donc on va faire entrer 12,5 et on va changer la section vers une section composite médiane. D'accord? Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, ça a changé. Donc la section, elle est différente à celle-là. D'accord? Et avec une longueur de 12 mètres, d'accord?
Donc aussi une deuxième création de 12 mètres, 50. Donc ça c'est le milieu de la section. On va cliquer encore sur appliquer. Et donc la dernière partie, donc c'est, on va revenir à la section d'about, comme ça, et on va donner une distance de 5 mètres. D'accord. Donc à la fin, donc c'est ça ma poutre de 35 mètres. On peut le confirmer ici, donc en cliquant sur Query Notes, et on calcule la distance de ce nœud vers ce nœud, et on a bien évidemment une distance de 35 mètres. D'accord. Donc ça c'est la première poutre qu'on vient de créer. Et afin de créer le reste des poutres selon cette coupe-là, donc ce qu'on va faire, on va reproduire cette section. Cette section-là, on va la reproduire 3 fois afin d'avoir la coupe transversale. Et pour ce faire, donc on va utiliser la fonction copie. Et voilà, donc on la trouve ici dans ce menu-là, Elements. Donc ça, c'est on a Translate. Et ici, dans Translate, on a l'option de, ou bien de copier, c'est-à-dire copie, ou bien de move, ou bien de faire une translation sans copie. Et donc pour notre cas, donc on va faire une copie. Et pour ce faire, donc on va sélectionner complètement notre poutre. Et voilà, donc ici on a aussi le choix, est-ce qu'on va faire une copie avec des coordonnées, ou bien on le fait selon une direction et en donnant une distance, d'accord. Donc pour nous c'est ça, on va utiliser toujours cette option, mais pour cette fois c'est pas dans la direction X, c'est pas dans la direction longitudinale, mais plutôt dans la direction transversale, dans la direction Y, d'accord. Et pour la distance on va donner l'entraxe entre les poutres qui est 2,1 mètres, d'accord. Après, on a quelques paramètres à cocher. Ça, on va voir ce qu'est l'intérêt de ces paramètres par la suite. Et voilà, à la fin, on clique sur appliquer. Et on a notre deuxième poutre qui se crée ici. Et on fait la même chose pour la troisième et la quatrième. Donc, je sélectionne la deuxième poutre, comme ça. Et je clique encore sur appliquer. Et je fais pareil pour la quatrième. Donc, comme ça, j'ai mon tablier, ou bien voilà, donc j'ai mon tablier de poutres qui se crée. Donc je pouvais le faire autrement, sans avoir besoin de répéter 3 fois cette manip. Donc on va voir comment le faire. Donc c'est très simple, on sélectionne. Donc ici, au lieu de faire entrer 2,1 à chaque fois, donc ce qu'on fait, on fait 3, arrobase 2,1, et on clique sur appliquer. Donc ceci me permet d'avoir autant d'éléments que je veux, en utilisant bien sûr l'opérateur arrobase, en donnant aussi le nombre de répétitions. Donc 3 fois 2,1, donc il va me répéter ou bien reproduire cet élément que j'ai sélectionné 3 fois. D'accord. Et voilà le résultat. D'accord. Donc on est toujours sur la première travée. Voilà, donc ce qu'on va faire par la suite, et ici, vous pouvez voir que les poutres ne sont pas connectées entre elles. Donc, si euh, j'enlève l'affichage 3D, donc j'aurai des éléments, ou bien voilà, des éléments filaires qui ne sont pas connectés. Donc, ce que je vais faire, donc je vais les connecter à travers, comme on a dit, à travers un modèle grillage. C'est-à-dire, on va créer des éléments de répartition transversaux afin de découper ces poutres-là. Et quand on fait l'intersection de ces poutres, donc ils seront connectés par le biais de ces éléments transversaux. D'accord? Mais avant ça, il faut aussi définir, la position des appuis, ou bien des appareils d'appui. Donc on va laisser un débord de 2,05. Donc on va créer des nœuds à 0,5 du début et de la fin des éléments. Donc on va le faire. Donc on sélectionne les nœuds du début, comme ça. Et on va les copier et créer des éléments à ce plan-là, donc à 0,5. Donc à peu près ici, à 0,5.
de la poutre. D'accord? On va faire donc Translate ici dans le menu Notes. Et ici, toujours, on travaille avec un equal distance et on donne une distance de 0,5. Et ici, c'est très important de cocher ces paramètres, surtout celle-là. Donc, ça nous dit intersect frame elements, c'est-à-dire quand on fait une nouvelle copie de ces nœuds, donc les nouveaux nœuds qui seront créés, ils vont découper la poutre et ils vont créer un élément bar secondaire ou bien un nouveau élément bar. D'accord? Et ici, copy node attributes, c'est-à-dire ici, si j'avais des appareils d'appui ou bien des appuis bien des liaisons qui sont liées à ces nœuds-là. Quand je coche ça, donc ils seront de même copiés avec ces nœuds dans leur nouvelle position géométrique. D'accord? Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça parce que rien n'est affecté comme condition d'appui à ces nœuds-là. Mais je peux quand même les garder, ça, c'est pas grave. D'accord? Quand je clique sur appliquer, donc vous pouvez voir qu'on a des nouveaux nœuds ici qui sont créés avec un découpage de la poutre, un découpage de l'élément bar. D'accord? Ici, donc tout ça, c'est des éléments indépendants par rapport à l'élément principal qu'on a divisé. D'accord? Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais sélectionner ces nœuds-là qui sont à la fin. Et quand je donne la distance 0,5, je la donne avec un signe négatif pour dire que je vais découper dans le sens contraire. D'accord? Donc c'est à moins 0,5. Ou bien, je ne sélectionne pas ces nœuds-là, je sélectionne ces nœuds du départ et je change la distance positive. Donc au lieu de 0,5, je donne une distance de 34,5 par exemple, comme ça. Et je sélectionne ces nœuds ici et je clique sur appliquer. Et les nœuds à ce niveau-là seront créés. D'accord? Alors pourquoi j'ai créé ces nœuds ici? C'est afin de faire entrer ou bien afin d'affecter l'entretoise que je vais faire par la suite. Et voilà, donc l'entretoise elle est au niveau de l'appui. D'accord? Donc pour moi, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais commencer d'abord par la création de la poutre glissière. Parce que ici, comme vous pouvez le voir, on a besoin d'une poutre, bien d'un élément pour lequel on va affecter la charge de la glissière et du trottoir. Et sa position, donc, elle n'est pas forcément dans la position de la poutre de rive ici, mais plutôt quelque part ici, à l'extrémité de l'ordi. D'accord? Donc c'est pas ici, mais c'est plutôt ici. Donc ce que je vais faire, donc je vais copier les nœuds qui sont à l'extrémité des poutres et je vais les ramener à l'extrémité de l'ordi ici. Donc en principe, j'ai un ordi qui fait 2,10 m. Et donc la distance de translation, bien de copie que je vais utiliser pour ces nœuds-là, donc ça va être 2,10 m par 2. D'accord? Donc je vais faire, donc c'est 2,10 divisé par 2, donc c'est 1,05. D'accord? Donc je vais commencer par les nœuds qui sont ici. Donc ça, c'est le premier. Donc avec une distance, donc ça c'est translate ici, donc ça c'est dans le sens Y, donc c'est moins 1,05. Et je clique sur appliquer. Donc j'ai le nœud qui se crée ici à l'extrémité de l'autre. D'accord? Je fais la même chose pour ce nœud-là, mais avec un signe contraire. Donc c'est 1,5. Et de l'autre côté, de la même chose. Donc ça c'est moins 1,05 m. Et ça c'est 1,05 m. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi j'ai créé ces nœuds-là? Donc c'est, comme j'ai dit, afin de les connecter avec une poutre glissière. Donc pour la poutre glissière, c'est une section rectangulaire de petite dimension, très petite dimension, qui va me servir juste pour répartir les charges longitudinales de glissière
et de trottoir sur les poutres porteuses. D'accord? Donc je clique sur Add et ici donc je choisis la section rectangulaire. Je donne par exemple le nom poutre glissière. D'accord? Et par exemple ici je clique sur User afin de donner les dimensions moi-même. Et je donne de très petites dimensions, comme ça, 001, 001, et je clique sur appliquer. D'accord? Ça, c'est la poutre glissière. Et aussi, pour la poutre glissière, donc le matériau de cette poutre glissière, c'est une poutre fictive. Donc, le matériau, donc ça va être un béton zéro, sans masse. Ça va pas participer ni à la résistance aux charges, ni avec son poids propre. Donc, ce que je vais faire, donc je vais créer un matériau de béton zéro, ce qu'on appelle en anglais le dummy material. Je clique ici sur Add et je clique sur User Define afin de définir ce matériau de béton zéro. D'accord? Donc ici, je peux donner les caractéristiques de ce matériau comme je veux. Par exemple, pour le module d'élasticité, je vais donner celui du béton, donc 3,7, donc 10 puissance 7. Coefficient de Poisson, je donne 0,2. Et le coefficient thermique, je donne 10 puissance moins 5. Cependant, pour le poids volumique, je laisse comme ça une valeur de 0. D'accord? Et je donne le nom, par exemple, béton 0, comme ça. Et je clique sur appliquer. D'accord? Maintenant, quand je fais la création des poutres glissières, donc je viens ici dans Node/Element et je clique sur Create Elements. Et par la suite, donc ce que je vais faire, donc je vais créer la poutre glissière de ce nœud-là jusqu'à ce nœud et de ce nœud-là jusqu'à ce nœud-là. D'accord? Donc pour ce faire, donc je viens ici. Donc ici, j'ai pas utilisé la fonction extrude parce que là, je vais connecter deux nœuds. Donc je vais choisir le matériau béton 0 et pour la section, je vais utiliser la section de la poutre glissière. Et ici, Nodal Connectivity, donc je vais connecter les nœuds que j'ai créés, d'accord? Donc ça, le premier, et ça, le deuxième, dans ce sens, et ça aussi, dans cette autre direction, d'ici jusqu'à ici, d'accord? Voilà. Donc comme ça, j'ai fait la création des poutres glissières, donc du côté gauche et du côté droit. Cependant, ces poutres glissières ne sont toujours pas connectées avec les poutres porteuses. D'accord? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce qu'il faut faire, c'est de créer des poutres de répartition transversale. Et avec ces poutres de répartition transversale, qu'on va faire la diffusion des charges ou bien on va connecter tous les éléments, y compris les éléments longitudinaux, avec les poutres porteuses. Donc quand je parle d'éléments longitudinaux, c'est surtout pour le cas des poutres glissières. Voilà. Donc pour la création de ces poutres de répartition transversale, donc ce que je vais faire, je vais d'abord créer la section. Donc la section et elle reprend donc la hauteur de la dalle ici. Donc je reviens sur l'onglet Properties et sur Section Properties. Donc je clique sur Add comme ça et je choisis Solid Rectangle et je donne directement les dimensions. Donc pour le H c'est 0,22, pour le B c'est 1 mètre, d'accord. Aussi je donne le nom, donc poutre répartition par exemple, et je clique sur appliquer, comme ça. Voilà, donc voilà, c'est la poutre de répartition. Je modifie juste le nom ici, voilà, et je clique sur OK, d'accord. Après, je fais la création de cette poutre de répartition, c'est dans le sens transversal. Et ce que je vais faire, donc comme j'ai fait pour la poutre glissière, donc je vais faire la même chose. Je vais connecter les deux nœuds, donc de ce nœud-là jusqu'à ce nœud-là, comme ça. Et non, ça j'ai pas fait le changement de la section, donc je dois refaire. Donc je reviens en arrière. Et ici, donc je garde le même matériau, cependant je vais changer la section. D'accord?
Donc, de ce nœud-là jusqu'à ce nœud-là, comme ça, je fais la création de ma poutre de répartition. D'accord? Et cette poutre de répartition, donc je vais la reproduire sur tout le long de la travée ou bien voilà, donc de ma travée. D'accord? Et pour ce faire, donc je reviens ici sur l'onglet Node/Element et je clique sur Translate. Donc je vais créer des copies de cette poutre de répartition, comme j'ai dit, sur tout le long de la travée. D'accord? Donc pour ce faire, donc je vais sélectionner cette section que j'ai créée, donc comme ça. Ça va me sélectionner uniquement la poutre de répartition et par la suite je vais la reproduire. Donc je vais reproduire chaque 1 mètre, d'accord? Donc chaque 1 mètre je vais créer une poutre ici et j'ai une travée de 35 mètres, donc en globalité je vais reproduire ma poutre 34 fois, donc 34 arrobase 1 mètre. Et je fais attention à cocher ici Intersect Node Elements. D'accord? Et c'est grâce à ça que j'aurai mon modèle grillage final. D'accord? Quand je clique sur Appliquer, j'ai donc ma poutre, ou bien voilà, ma poutre de répartition qui va se reproduire sur tout l'ouvrage, sur toute la travée. Ici, sauf pour cette partie-là. Donc, au lieu de 34, je dois faire 35. Donc, je reviens en arrière. Donc, je fais 35, comme ça. Je sélectionne une deuxième fois et je clique sur appliquer. Et comme ça, donc j'ai ma poutre qui est sur pratiquement toute la travée. D'accord? Et comme j'ai dit, donc il faut faire attention quand on fait la création de la reproduction de ces poutres de répartition. Donc il faut faire attention de cocher ces deux paramètres-là. C'est qu'il faut, à chaque fois qu'il faut créer, qu'on va créer une nouvelle poutre, il faut qu'il y ait une intersection entre cette poutre de répartition transversale avec les poutres porteuses ou bien même la poutre glissière. D'accord? Et ça, pour cela, donc c'est parce que on va appliquer, surtout pour les charges de trafic, on va les appliquer sur ces poutres de répartition transversale et qui vont à leur tour transmettre la charge vers les charges, bien vers les poutres porteuses. D'accord? Voilà. Donc jusque-là, en principe, on a fait la création de notre modèle grillage. Donc ça, c'est notre modèle grillage final. D'accord? Ça, c'est purement la géométrie. Après, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer les conditions aux limites. Donc ça, c'est toujours la première travée. On n'a pas encore créé la deuxième travée et l'infrastructure. Et ça, c'est après avoir terminé la première travée, on va faire juste une copie de la travée et on aura bien sûr notre ouvrage en sa totalité. D'accord? Donc maintenant, on va créer les conditions aux limites, notamment pour les appareils d'appui et aussi pour les appuis. Donc ce que je vais faire, donc je vais désactiver certains éléments. Donc je vais désactiver les poutres de répartition, les poutres glissières, et je vais garder uniquement les poutres porteuses. D'accord? Donc ce que je vais faire, donc je vais sélectionner les sections des poutres porteuses, comme ça, et je clique ici sur Activate. D'accord? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, donc mes appuis seront à 0,5 mètres de l'extrémité. Donc c'est à ce plan-là, ou bien à ce niveau-là, que je vais créer les appareils d'appui et aussi les appuis. D'accord? Alors pour ce faire, ce que je dois faire, donc je dois copier ces nœuds-là qui sont à 0,5. Donc je vais faire sélectionner uniquement les nœuds, d'accord, à 0,5. Et je vais faire une translation vers le bas, c'est-à-dire dans le sens -z. Donc dans le sens -z avec une distance de, on va dire, donc on a la hauteur de la poutre, c'est 1,8 plus 0,22, donc c'est 2,02. D'accord? Donc c'est moins 2,02 et je clique sur appliquer. D'accord?
si j'affiche en 3D, j'aurai les nœuds qui sont juste en bas extrémité de la poutre. D'accord? Voilà, donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer un lien entre ce nœud-là et ce nœud-là, pour dire que ces deux nœuds appartiennent au même élément. D'accord? Et ceci est faisable avec ce qu'on appelle une liaison rigide. D'accord? Donc ici, on vient dans l'onglet Boundary, donc on vient ici dans Rigid Link. Ici, on choisit le nœud maître qui est celui-là, donc celui-là en haut. Et ici, on bloque tous les degrés de liberté. Donc, on choisit Rigid Body et on sélectionne ce nœud-là. Et on clique sur Appliquer. Ici, on peut voir qu'on a un élément en bleu cyan qui se crée. Donc, ça, c'est la liaison rigide. D'accord? C'est-à-dire, en d'autres termes, ce nœud-là et ce nœud-là sont dans le même élément. D'accord? Donc, je fais la même chose pour le reste des poutres. Donc ici, je donne le nœud maître et je sélectionne. D'accord? Donc ça, il ne faut pas le sélectionner. Donc je refais. Donc ça, c'est le nœud maître. Et je sélectionne ce nœud-là. D'accord? Alors, j'ai la possibilité de refaire la même chose ou bien de reproduire la même chose dans les autres poutres en cliquant sur Copy Rigid Link et en donnant la distance et aussi la direction. Donc, je vais donner 2,1 selon Trax et je clique sur Appliquer. D'accord? Je fais la même chose. Donc, ça, je l'ai reproduit une seule fois. Donc, je pouvais le faire donc, 2 fois, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire ça manuellement pour la dernière poutre. D'accord? Je donne le nœud maître et je connecte avec le nœud qui va suivre. D'accord? Donc, je décoche ça parce que c'est plus valable. Et je resélectionne ce nœud-là et je clique sur Appliquer. D'accord? Alors, de ce côté-là, donc je vais faire directement. Donc, je donne le nœud maître et je sélectionne l'autre nœud. Et quand je fais la copie, donc je vais reproduire 3 fois. Donc 3 arrobase 2.1. Comme ça. Donc ici, j'ai reproduit, ou bien j'ai donné, j'ai lié le bas de la poutre, le bas de ma poutre, bien sûr, à l'extrémité supérieure. D'accord? Après, je vais créer donc le nœud, donc ça c'est le nœud bas de la poutre, mais c'est le nœud supérieur de l'appareil d'appui. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais créer le nœud inférieur de l'appareil d'appui. Si je vais travailler avec des appareils d'appui. Donc ici à ce niveau-là, donc je pouvais complètement introduire des appuis depuis cette fonction-là. Mais moi, je vais introduire des appareils d'appui. Donc, les appareils d'appui sur le logiciel, donc c'est des liaisons élastiques, donc Elastic Link, donc ça. Mais avant ça, je dois créer les nœuds qui sont en bas de l'appareil d'appui. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je clique sur Translate. Et dans le sens, toujours, donc c'est dans le -z. Donc, je donne par exemple un appareil d'appui de 10 cm, par exemple, avec un signe moins. D'accord? Et je clique sur Appliquer. Donc, je vais sélectionner l'autre côté afin de le faire à la fois. Donc, je clique sur Appliquer et voilà. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est les deux nœuds qui vont simuler donc l'appareil d'appui. D'accord? Alors, pour l'appareil d'appui, donc comme j'ai dit, c'est simulé avec des liaisons élastiques. Et pour chaque direction, donc on a une raideur qu'on doit affecter. Supposons par exemple on travaille avec des élastomères frétés. Donc on a des raideurs qu'on affecte à cette liaison-là. D'accord? Par exemple, ici on a le STX. Donc ici c'est le repère local de l'appareil d'appui. Et ça, donc dans le repère local de l'appareil d'appui ou bien de la liaison, donc le X, ça devient donc la direction verticale. D'accord? Et donc pour notre cas, pour la direction verticale, donc ça donne, on a donc la raideur la plus élevée. D'accord? Donc on va dire donc 1 10 puissance 9. Ça c'est la direction verticale, le X. D'accord? Pour éviter le soulèvement du tablier. D'accord? Alors,
Donc ce côté-là, donc ça va être le côté culé, et ce côté-là, donc ça va être le côté pile. Donc ce que je vais faire, donc dans ce côté-là, je vais, pardon, je vais bloquer la direction transversale de même, c'est-à-dire le sens Y. Donc je vais donner aussi une raideur assez élevée, donc 10 puissance 6. Cependant, je vais tolérer les translations dans la direction longitudinale pour les effets de température, tout ça. Donc je vais donner une raideur de 2000 par exemple. Et pour les rotations, donc je vais donner des valeurs aléatoires, des valeurs petites aléatoires. Et ce que je vais faire ici pour la création de la liaison, donc je vais sélectionner, ici il me demande de sélectionner deux nœuds, d'accord? Et c'est deux nœuds-là que je vais sélectionner. Aussi j'ai la possibilité de copier, donc je vais faire copie, et je vais le faire dans le sens Y, donc c'est 3 arrobase de 1, et je vais donc cliquer sur le premier nœud et après cliquer sur le deuxième. D'accord? Voilà, comme ça. Donc ça a été affiché, je ne sais pas pourquoi, donc l'angle bêta. Donc ça donne l'angle de rotation de l'appareil d'appui. Je vais remettre sur 0 et je vais recliquer ici et donner les appareils d'appui. D'accord? Je vais faire la même chose pour ce côté-là. Cependant, ici, je vais libérer la direction transversale. D'accord? Je vais donner une valeur de 2000 par exemple. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de la pile. Je vais libérer la direction transversale. Donc, je vais faire la même chose de ce nœud-là jusqu'à ce nœud. Et j'ai les appareils d'appui qui se créent. D'accord? Après les appareils d'appui, donc ce qu'on va faire, donc on va créer des appuis. Donc ça, c'est pour simuler l'action des culées. Donc on va donner des encastrements parfaits. D'accord? Donc ici, on bloque tous les degrés de liberté et on clique sur appliquer. D'accord? Cependant, pour le côté de la pile, donc je vais garder comme ça jusqu'à la création du chevêtre et par la suite la création du fût. D'accord? Alors, jusqu'à ce stade, en principe, on a fait la création d'une seule travée. Donc j'active tous les éléments. Donc ça, c'est la travée numéro 1. Et je saute maintenant à la création de la deuxième travée. D'accord? Alors, comme on a dit, donc pour la deuxième travée, donc on a un petit jeu ici de 10 cm. Et voilà, donc ça c'est entre les poutres. J'affiche les poutres porteuses. Donc ici, ça c'est les poutres. Donc ce que je vais faire, donc je vais copier toute cette travée vers la deuxième travée avec un petit jeu de 10 cm. D'accord? Donc, entre les poutres, donc on a 10 cm. Donc, on va voir comment assurer la continuité de la dalle tout en gardant l'effet isostatique. D'accord? Je vais tout sélectionner comme ça. Et ce que je vais faire, je vais copier cette travée-là avec une distance de 35,1. D'accord? Donc 0,1, donc c'est 10 cm. Donc c'est le jeu entre les poutres des deux travées. D'accord? Alors, on revient ici, donc node/element. Donc on vient dans translate et ici dans le sens x, donc on va donner une distance de 35,1. D'accord? Et ici on peut décocher ça afin de ne pas copier les conditions d'appui, parce que si on fait la copie, donc on aura des appuis de ce côté-là, qui n'est pas le cas parce qu'on va créer le chevêtre. Donc on décoche ça et on clique sur appliquer. D'accord? Et on aura notre travée. D'accord? Voilà, donc ça c'est la deuxième travée, donc ça c'était la première et ça c'est la deuxième. Et par la suite, on copie les nœuds avec les conditions d'appui dans leur position nouvelle. D'accord? Par exemple, pour les nœuds qui sont de ce côté-là,
Donc on va les copier à l'autre extrémité de l'ouvrage. D'accord? Et les nœuds qui sont à ce niveau-là, donc on va les copier aussi à cette extrémité de la deuxième travée. D'accord? Alors, donc je désactive l'affichage des nœuds, juste pour se positionner. Donc voilà, je désactive cet affichage. Donc ça, c'est mon modèle grillage. Donc je zoome ici, vous pouvez voir ici que on a une séparation, bien jeu, entre les deux travées. Donc on va voir comment régler ça par la suite. Donc j'affiche les nœuds afin de pouvoir les sélectionner. Donc dans cette vue, donc ce que je vais faire, donc je vais sélectionner les nœuds des appuis à ce niveau-là et je vais les copier vers ce point-là. D'accord? Alors la distance de copie, elle sera de, donc je vais voir, donc c'est 70,1 moins 0,5. Donc c'est de ce point-là jusqu'à ce point-là. D'accord? Donc c'est 69,1. D'accord? Donc je confirme, donc de ce nœud-là ici jusqu'à ici. Donc c'est 69,1. D'accord? Alors, donc je coche ici Merge Duplicate Nodes parce que ça va être créé dans la même position et je clique sur appliquer comme ça. Donc ici on peut voir qu'on a nos conditions d'appui de l'autre travée, de l'autre extrémité de la travée qui sont créées automatiquement ici. Donc ça c'est pour les appuis à ce niveau-là, donc ils sont de part et d'autre. Et aussi pour les liaisons rigides. Voilà, on peut les voir. Et même pour les appareils d'appui. On peut les voir ici de la même façon. D'accord? Voilà. Donc, je fais la même chose à ce niveau. Donc, je désactive l'affichage des liaisons. Je copie les nœuds qui sont là. Et je donne la nouvelle distance. Donc, je donne la nouvelle distance. Donc, c'est 1,1. D'accord? 1,1. Et j'ai donc la deuxième travée avec toutes les conditions aux limites, avec les appareils d'appui et les appuis, et aussi les liaisons rigides. D'accord? Voilà. Donc ça c'est la première travée, ça c'est la deuxième travée, on peut les afficher. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on va connecter ces deux travées. Donc on va les connecter à ce niveau-là. D'accord? Donc je désactive cet affichage. Je vais les désactiver au niveau de ces intersections-là, donc afin d'avoir une continuité de l'ouvrage. Cependant, on va utiliser une astuce afin de garder toujours l'effet isostatique de l'ouvrage. Donc on va commencer d'abord par connecter ces nœuds qui sont en haut. Donc je vais créer une section dont les dimensions sont semblables à la table de compression, mais avec un béton 0. D'accord? Donc, je clique ici sur Add. Donc, on peut l'appeler par exemple poutre continuité, par exemple. Et bien sûr, avec une section rectangulaire, et on donne donc 0,22 par 2. D'accord? Et on clique sur appliquer. Mais avant ça, donc je choisis un offset en center top, comme ça, et je clique sur appliquer. D'accord? Après, ce que je vais faire, donc je vais lier à ce niveau-là. Donc je vais lier ces nœuds-là. Donc je reviens ici, Create Element, donc poutre de continuité avec un béton 0, et je donne la nouvelle, le nouveau élément, nouvel élément, pardon. D'accord? Et je clique comme ça. Donc ça concernait les poutres porteuses. Alors pour la poutre glissière, on peut utiliser la même section qu'on a fait pour la poutre glissière au départ. D'accord? Voilà.
Donc ici, on a une continuité de notre ouvrage. Cependant, si on garde comme ça, on aura un effet hyperstatique. D'accord? Et pour éviter cet effet hyperstatique et pour garder toujours l'isostasité de l'ouvrage, donc ce qu'on fait, on utilise une fonction qui s'appelle le beam and release. D'accord? Cette fonction-là, donc ça va affecter un moment de flexion de valeur 0 au nœud ou bien au point qu'on en veut. D'accord? Donc on a ici les poutres porteuses. Donc ici, quand on a une continuité, donc comme j'ai dit, ça va y avoir un effet hyperstatique. Et pour éviter ça, donc on va utiliser cette astuce-là. D'accord? Donc on va sélectionner les nœuds qu'on vient de créer. D'accord? Tout ça. Et même ces nœuds-là. Bon, d'abord, je désactive la sélection des poutres d'about. Et je fais une sélection une deuxième fois. Donc ici, 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 ça, ça et ça. Et je clique sur appliquer. D'accord? Et donc, en ces points-là, donc dans ces nœuds-là, donc j'aurai des moments nuls. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai résolu le problème de l'hyperstaticité de mon ouvrage. Et donc je passe à la création du chevêtre. D'accord? Alors pour la création du chevêtre, donc je vais d'abord créer une section rectangulaire, donc ici, avec les dimensions 1,5 par 1,5, donc int, donc ici, donc chevêtre, je vais l'appeler chevêtre, comme ça, et je donne 1,5 par 1,5, comme ça, et je clique sur appliquer. Donc je change juste le offset, je le mets à l'extrémité supérieure, et je clique sur appliquer. D'accord? Alors, le chevêtre, ça va être sous l'ouvrage, donc dans cette position à peu près, donc au milieu des appareils d'appui. Donc cette distance, je vais voir elle est de combien. Donc d'ici jusqu'à ici, donc on a 1,1. Donc ce que je vais faire, donc je vais copier les nœuds qui sont ici. Donc ça c'est les nœuds qui seront en contact avec le chevêtre. Donc je vais créer l'élément barre du chevêtre au milieu de ces deux parties-là, de ces appareils d'appui-là. Donc je vais le faire directement. Donc je copie ces nœuds-là avec une distance de 1,1 divisé par 2, donc ça donne 0,55. D'accord? Translate, copie, donc c'est 0,55. Et je clique sur appliquer. D'accord? Donc maintenant, j'ai les nœuds du chevêtre, mais je pense ça a été créé avec les... non, ça va. Je vais juste vérifier est-ce que ça a été créé avec des liaisons. Non, voilà, donc c'est libre. Donc après, ce que je vais faire, donc je vais les activer seuls, comme ça. Et je vais créer mon chevêtre. D'accord? Je donne un béton C35 avec une section chevêtre et je fais ça. D'accord? Donc je peux voir ici mon chevêtre. Donc ça, c'était avant de changer le offset. Donc je vais revenir en arrière et je vais créer le chevêtre avec le offset vers le haut. Et voilà. Très bien. Alors, j'affiche tous les éléments. Et là, à ce niveau-là, donc j'ai mon chevêtre. D'accord? Très bien. Donc, alors, maintenant, il faut penser comment connecter le chevêtre avec les appareils d'appui. Donc, pour ce faire, donc, il faut utiliser des liaisons rigides comme on a fait ici pour le cas des poutres. D'accord? Alors, ce que je vais faire, donc, je vais sélectionner cette zone. Je vais l'activer. D'accord? Et puis, ce que je vais faire, donc, je vais connecter ces éléments de chevêtre, ou bien ces nœuds de chevêtre avec les appareils d'appui. Je désactive la sélection, ou bien l'affichage des appareils d'appui,
Et je viens ici dans le nœud, dans l'onglet Boundary et dans Rigid Link. Donc ce que je vais faire, je vais choisir le premier nœud. Ça c'est le premier nœud. Et je sélectionne les deux nœuds des appareils d'API de part et d'autre. D'accord? Et je clique sur Rigid Body. D'accord? Et j'ai une liaison rigide qui se crée. D'accord? Je fais la même chose. Cette fois, je vais utiliser l'option Copy Rigid Link. D'accord? Donc, je sélectionne ici et je clique sur Copy Rigid Link et j'utilise de @2.2. D'accord? Je sélectionne ici et je donne Enable to Find. Donc, on clique, on reproduit une seule fois et on clique à cliquer. Non, ça ne marche pas. On va refaire. Donc, ça, c'est le nœud master. Je désactive et je clique sur appliquer. Et là, ça marche. D'accord? Alors, je dois revoir la distance de ce nœud-là jusqu'à ce nœud. Et donc, c'est de 1. Ah, donc ici, je me suis trompé dans la direction. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, c'était la direction X, alors qu'il fallait cocher la direction Y. D'accord? Je vais refaire ça. Donc, le nœud master, c'est celui-là. Et je fais une distance de 1. Et je sélectionne les nœuds qui sont de part et d'autre. Et je clique sur appliquer. Et là, vous pouvez voir que la liaison rigide a été créée à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Donc, en principe, j'ai créé la liaison des appareils d'appui avec les éléments, ou bien l'élément du chevêtre. Donc, pour plus de réalité, donc je vais encore allonger un peu le chevêtre. Donc, je vais donner, par exemple, je vais allonger avec une distance de, on va dire, de 70 cm. Donc, je viens ici, je clique sur Extrude, ici, et je choisis donc chevêtre, et je donne une distance dans le sens -y de 0,7. D'accord? Non, donc dans le sens y. Voilà, donc c'est -0,7. D'accord? Voilà. Je fais la même chose, mais sans le signe moins. D'accord? Voilà. Je fais l'affichage de l'ouvrage en sa totalité. Donc voilà. J'ai la première travée, la deuxième travée et le chevêtre. Donc ce qui manque maintenant, c'est bien les fûts. D'accord? Alors pour les fûts, ce qu'on va faire pour les fûts, donc on va sélectionner uniquement le chevêtre. Et donc on a dit qu'on a deux fûts. Donc à peu près le centre du chevêtre, on va voir. Donc cette distance, c'est 7,7. Donc on aura 7,7 qu'on divise par 2, donc c'est 3,85. Donc on commence d'abord par créer, bien par fractionner l'élément au niveau central. Donc ce que je vais faire, je vais copier un nœud dans le sens Y, donc ce nœud par exemple, avec une distance de 3,85. D'accord? C'est 3,85. Bien sûr, il faut le fractionner au milieu. D'accord? Donc ici c'est 3,5. Et comme on a dit tout à l'heure, à partir du milieu, donc on a donc ici, donc ça on l'a pas mentionné, mais on va estimer qu'on a un anthrax entre les fûts on va dire de 3,6. D'accord, bien de 3 mètres. Donc pour simplifier, donc on va utiliser donc 3 mètres. Donc de ce côté-là, donc ça va être 1,5 et de ce côté-là, ça va être 1,5. Bon, je pense que c'est petit, donc on va augmenter, donc on va faire 2. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ce nœud là du centre du chevêtre et je vais faire une translation avec fraction de l'élément chevêtre, donc 2 mètres de part et d'autre, donc 2 mètres ici, et aussi -2 ici aussi. Donc on sélectionne toujours le nœud du centre, voilà.
Donc c'est ici alors donc qu'on va créer les fûts de ma pile. D'accord? Donc alors moi j'ai un fût en circulaire avec un diamètre de 1,50. Donc je vais le créer. Donc je vais créer la section du fût circulaire. Donc je viens ici et je choisis donc Solid Round, donc ici, et je donne un diamètre de 1,5 et je donne le nom fût. D'accord? Et je clique sur appliquer. Alors, après, je fais la création de fût. Donc, j'estime que j'ai une hauteur de 6 mètres, par exemple. Alors, je viens ici, dans Extrude. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne le matériau, je sélectionne la section fût, et la direction, donc, c'est Z, et je donne une hauteur de -6. Et je clique sur Appliquer. Et voilà, maintenant, j'ai mon fût qui se crée. D'accord? Je peux le voir ici. Voilà, donc j'ai mon fût, bien mes fûts qui se créent. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'affichage total de l'ouvrage. Et bien sûr, à la fin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien d'encastrer le bas de fût. D'accord? Alors, on sélectionne les nœuds au niveau du bas des fûts. Et on vient ici dans Boundary, on Define Support et on clique sur Appliquer. D'accord? Maintenant, on a finalisé la création de la géométrie de ton entourage. Donc ça, c'était la première travée avec les appuis, les appareils d'appui, tout ça. Et ça, c'est la partie chevêtre avec fût. Et ça, c'est la deuxième travée. D'accord? Donc, en principe, on a finalisé la création du modèle géométrique. Donc, la prochaine séance, on va entamer l'application des charges et aussi la définition du phasage de construction. Donc, je vous remercie pour votre attention et voilà, donc à la prochaine séance. Merci à vous. Merci pour votre attention. Nous avons collecté quelques questions et parmi les questions, nous allons vous répondre à trois d'entre eux. Mohamed, tu peux répondre s'il te plaît? Oui, bonjour. Don. Oui, tu peux répondre, tu peux répondre. Tu peux partager ton D'accord. écran, je pense. Non, non, ça, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ok. Alors, pour la première question, donc ça concerne les offsets qu'on a créés au niveau des sections. Et donc la question, est-ce qu'ils sont pris en compte directement dans le calcul de l'analyse? Ou c'est juste une excentricité pour un affichage graphique. Alors, dans ce cas, donc tout dépendra des charges. Dans le cas des charges statiques, donc ça va pas entrer dans le calcul des moments ou bien des sollicitations ou bien des contraintes. Cependant, dans certains cas de charges telles que les charges trafic, notamment quand on travaille avec une modélisation en éléments plaques de la dalle, donc ça peut affecter un peu les résultats. Mais globalement, principalement c'est juste une excentricité pour l'affichage. Et aussi pour comme j'ai mentionné, pour les câbles de précontrainte, donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une référence au niveau de de l'extrémité haute de la section. Et voilà, donc quand on fait la définition des câbles de précontrainte, donc il faut faire attention à la position du nouveau centre de gravité. Donc si on prend en considération cette offset, donc si on définit par la suite des câbles de précontrainte et après on fait le changement, ou bien on élimine le offset, donc la position des câbles de précontrainte, ça va changer. Et voilà, donc c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut retenir en principe. Mais pour les charges statiques, donc ça va pas influencer le calcul des sollicitations. Voilà. Donc pour la deuxième question, donc comment créer des poutres de section variables linéairement ou à fonction polynomiale. Donc ça c'est faisable. Donc on doit définir la section de départ et la section d'arrivée. Et par la suite, on va créer une section variable à travers le logiciel comme on a fait pour la section composée.
Et bien sûr, on va créer un groupe d'éléments pour dire que voilà, cette section appartient aux éléments correspondants. Et puis voilà, tout simplement, on peut choisir le mode de variabilité de la section. Est-ce que c'est linéaire ou bien parabolique ou bien même cubique? Donc la prochaine séance, si vous voulez, on peut vous faire une petite démonstration. Ou bien on va vous contacter par mail, on va vous faire pardon, une explication de comment faire pour la création de ce type de section. Et pour la troisième section, est-ce qu'on trouve toutes les normes et de dimensionnement Eurocode US, soit en Eurocode ou bien en BAL, et les normes de charpente métallique. Voilà. Donc pour les normes de dimensionnement, donc on a les Eurocodes, bien entendu, l'Eurocode 2, 3 et 4. Donc, et même l'Eurocode 8 qui est inclus dans l'Eurocode 2. Donc les prévisions de l'Eurocode 8 donc, sont incluses dans l'Eurocode 2. Donc c'est aussi c'est disponible mais cependant pour le BL donc c'est pas disponible le BL donc ça n'existe pas dans le logiciel. Donc il dit aussi comment peut-on dimensionner les pans en voussoirs selon la géométrie variable des sections. Donc ça on peut le voir peut-être dans une autre occasion. C'est le même principe, c'est le dimensionnement des sections en béton précontraint. Donc on va voir donc dans cette formation comment on fait le dimensionnement d'une section de poutre en béton précontraint. Mais c'est pratiquement le même principe. Et peut-être si vous aurez un peu de temps, vous jetez un coup d'œil sur notre chaîne YouTube. The Simulation of Success. Donc il y a des vidéos qui parlent des ponts en voussoir, pré-contraint. Euh, Peut-être dans une meilleure occasion, on va organiser une formation dans ce sens. Mais pour l'instant, on va traiter juste le sujet de cas des poutres précontraintes en I ou bien en T. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a Ok, donné. ok, merci pour ton présentation et aussi les réponses. Merci pour tout le monde de votre attention aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, nous avons à la même heure une deuxième session sur l'application des charges, définition du phasage de construction, application de charges statiques et mobiles. Euh, et pour l'enregistrement aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, nous allons envoyer le lien pour tous ceux qui étaient présents aujourd'hui et également le guide pour installer et activer votre licence de formation temporaire que nous allons le produire pour chaque de votre entreprise. Vous pouvez revoir la vidéo et pratiquer vous-même en activant la licence temporaire. Merci pour votre temps aujourd'hui et à la semaine Ben, prochaine.